se sont ouvertes à 10h47, et un homme qui semblait avoir dormi sous les ponts de la Seine a remonté l'allée centrale. J'étais assis au banc de la défense, bien que techniquement, dans une audience de divorce, il n'y ait pas d'accusé, et je regardais ma femme, Raphaël, me décrire comme un monstre. Elle pleurait depuis 6 minutes sans s'arrêter. Un timing parfait, juste assez pour sembler sincère sans en faire trop. L'huissier s'est immédiatement dirigé vers le sans-abri. « Monsieur, vous devez. » Madame la présidente, l'a interrompu l'homme, d'une voix rauque mais claire. « Puis-je vous montrer quelque chose qu'il ignore ?» La juge Patricia Martin a levé les yeux de ses notes, un sourcil haussé. Elle présidait le tribunal aux affaires familiales de Nanterre depuis 17 ans. J'avais lu sa biographie en ligne en préparant cette audience. Elle avait un regard perçant et aucune tolérance pour le théâtre. « Excusez-moi, » dit-elle. Le visage de Raphaël est devenu blanc, pas pâle, pas rouge, mais blanc, comme si chaque goutte de sang s'en était retirée. Je m'appelle Damien Hérault. J'ai 36 ans. Je travaille comme directeur de projet pour une entreprise de BTP. Et jusqu'à il y a 3 mois, j'étais marié à Raphaël Charpentier depuis 8 ans. Elle a demandé le divorce un mardi. Aucune conversation, aucun avertissement, juste une enveloppe remise à mon bureau par un huissier qui s'est excusé d'interrompre ma réunion. À l'intérieur, une assignation en divorce et un post-it de l'écriture de Raphaël qui disait « Ne rend pas les choses difficiles ». C'était tout Raphaël. Toujours poli quand elle voulait être cruelle. Les premières semaines après sa demande, j'ai essayé de lui parler, de comprendre ce qui s'était passé. Nous avions des problèmes. Bien sûr, quel mariage n'en a pas? Mais rien qui ne semblait justifier un divorce. Nous nous disputions parfois à propos de l'argent, de ses habitudes de dépenses, des visites trop fréquentes de sa mère, des choses normales. Mais chaque fois que j'appelais, je tombais sur sa messagerie. Chaque SMS restait sans réponse. Son avocate, maître Jeanne Simonet, un requin avec un cabinet dans le 8e arrondissement et une réputation de saigner les hommes à blanc, m'a envoyé une mise en demeure après ma 5e tentative. Votre client harcèle la mienne. Toute communication doit passer par les conseils. Alors, j'ai pris mon propre avocat. Thomas Michaud, 52 ans, 30 ans d'expérience en droit de la famille, une attitude calme qui me rappelait mon père. Il avait regardé le dossier de Raphaël et froncé les sourcils. Elle invoque des violences conjugales, a-t-il dit doucement. Émotionnelles, financières et verbales. J'ai eu l'estomac noué. Ce n'est pas vrai. Je vous crois, mais nous allons devoir le prouver. L'audience avait commencé à 9h30. L'avocate de Raphaël a commencé en premier, construisant le récit d'un mari contrôlant qui surveillait chaque euro, critiquait chaque décision, l'isolait de ses amis et de sa famille. Raphaël a témoigné d'une voix douce, tamponnant ses yeux avec un mouchoir à intervalles précis. Elle portait une robe bleu marine, conservatrice, vulnérable, et gardait les mains jointes sur ses genoux quand elle ne faisait pas de geste pour souligner un point. Il contrôlait tout, a-t-elle dit, la voix brisée. Je ne pouvais même pas faire les courses sans qu'il questionne chaque ticket de caisse. Il fouillait mon sac à main pour chercher des preuves que j'avais dépensé de l'argent sans permission. C'était un mensonge. Nous avions des comptes bancaires séparés. Elle avait ses propres cartes de crédit. Je n'avais jamais fouillé son sac. Mais la voir pleurer rendait mes relevés bancaires creux, non pertinents. J'avais peur tout le temps, a-t-elle continué. Peur de dire la mauvaise chose, peur qu'il explose si je n'étais pas d'accord avec lui sur quoi que ce soit. Je n'avais jamais explosé. J'avais élevé la voix 2 fois en 8 ans. Une fois quand elle avait menti sur le retour d'un sac à main de luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et une fois quand j'avais découvert que sa mère logeait dans notre chambre d'amis depuis 3 semaines sans me le dire. Mais Jeanne Simonet savait comment tourner les choses. Quand vous dites exploser, pouvez-vous décrire à quoi cela ressemblait? Il devenait tout rouge, a dit Raphaël. Ses mains tremblaient. Il se tenait au-dessus de moi pendant que j'étais assise, utilisant sa taille pour m'intimider. Une fois, il a donné un coup de poing dans le mur juste à côté de ma tête. Le coup de poing dans le mur avait eu lieu, mais ce n'était pas à côté de sa tête. C'était dans le garage après avoir découvert qu'elle avait plafonné une carte de crédit dont j'ignorais l'existence, et je m'étais immédiatement excusé et avais payé pour réparer le placo. La juge Martin prenait des notes. Son expression restait neutre,
mais je l'ai vu me jeter un coup d'œil quand Raphaël a mentionné le mur. Thomas s'est penché vers moi. Nous présenterons nos preuves ensuite. Restez calme. Mais la performance de Raphaël était impeccable. Elle avait pratiqué cela, répété chaque pose, chaque larme, chaque geste de main tremblante. Le pire, a dit Raphaël, la voix tombant presque à un murmure, c'était de sentir que je disparaissais, que je n'existais pas, sauf comme une extension de lui, sa femme pratique, son trophée lors des événements d'entreprise. Celle-là m'a fait mal parce qu'il y avait une part de vérité. J'avais été concentré sur le travail, sur l'ascension sociale, sur le fait de subvenir aux besoins. Je l'avais emmenée à chaque événement d'entreprise et présenté fièrement. Mais avais-je vraiment demandé ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin? Peut-être pas assez. Il me faisait me sentir sans valeur, a fini Raphaël. Comme si j'avais de la chance qu'il m'ait épousé, comme si je devais être reconnaissante qu'il me supporte. Je n'avais jamais dit une chose pareille, jamais même pensé cela. Mais la façon dont elle regardait la juge Martin, contact visuel direct, menton tremblant juste légèrement, rendait la chose vraie. Jeanne Simonet s'est rassise avec une expression satisfaite. Pas d'autres questions, Madame la Présidente. La juge Martin a regardé Thomas. Maître Michaud? Thomas s'est levé. Il avait un dossier épais de documents, relevés bancaires, transcriptions de SMS, témoignages d'amis. Madame la Présidente, j'aimerais présenter des preuves qui contredisent directement. C'est à ce moment-là que les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Le sans-abri est entré. Il avait peut-être 60 ans, portait des vêtements qui semblaient avoir été portés pour dormir pendant des semaines. Un jean sale, une veste avec des taches que je ne voulais pas identifier, une barbe grise qui n'avait pas été taillée depuis des mois, mais ses yeux étaient clairs, vifs, concentrés. L'huissier, Monsieur Rodriguez, bâti comme s'il pouvait soulever une voiture, l'a intercepté immédiatement. Monsieur, c'est une audience privée. Vous ne pouvez pas être ici. Madame la Présidente, a dit l'homme, sans regarder Rodriguez, gardant ses yeux sur la juge. Puis-je vous montrer quelque chose qu'il ignore? Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Le visage de Raphaël est devenu livide. La juge Martin a posé son stylo. Qui êtes-vous? Je m'appelle Valérie Frémont, a dit l'homme. Je suis bénévole au refuge de la rue Saint-Maur. Je sers les repas parfois. J'aide où je peux. Il a sorti un téléphone de sa poche. Un écran fissuré tenu par du scotch d'emballage. Une batterie datant probablement de 2015. Il y a 3 semaines, j'ai enregistré quelque chose. Quelque chose que vous devez voir. Jeanne Simonet a bondi sur ses pieds. Madame la Présidente, c'est hautement irrégulier. Nous n'avons aucune idée de qui est cet homme ou. Asseyez-vous, maître, a dit la juge Martin sèchement. Ses yeux n'avaient pas quitté Valérie. Monsieur Frémont, qu'avez-vous enregistré exactement? Valérie a fait 3 pas en avant. L'huissier s'est tendu mais ne l'a pas arrêté. J'enregistre des choses parfois, a dit Valérie. Quand je vois quelque chose qui ne semble pas juste. J'ai appris ça en vivant dans la rue. Fiez-vous à votre instinct. Il y a 3 semaines, cette femme est venue au refuge. Il a pointé Raphaël. La bouche de ma femme s'est légèrement ouverte. Aucun son n'en est sorti. Elle n'était pas là pour aider, a continué Valérie. Elle était là pour rencontrer quelqu'un. Je les ai observés depuis le coin. Quelque chose dans sa façon de regarder autour d'elle, nerveuse, secrète, m'a fait sortir mon téléphone. La juge Martin a fait signe à l'huissier. Montrez-moi. Valérie a remis son téléphone. Rodriguez l'a connecté au système d'affichage de la salle d'audience en utilisant un adaptateur. L'écran a scintillé, puis s'est rempli d'images tremblantes. Un parking de nuit. Des lampadaires au sodium projetant une lumière orange partout. Une voiture était garée au fond. La Lexus argentée de Raphaël, celle que je l'avais aidé à choisir il y a 2 ans. L'horodatage indiquait 23h47 le 15 mars, une date dont je me souvenais clairement. Raphaël m'avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Versailles. Elle avait dit qu'elle rentrerait tard. Je m'étais endormi sur le canapé en l'attendant. Un homme est apparu à l'écran, traversant le parking, pas un sans-abri, bien habillé, manteau coûteux, démarche assurée.
Il a ouvert la portière passager de la voiture de Raphaël et est monté à l'intérieur. Ils se sont embrassés immédiatement, avec faim et urgence. Ma poitrine s'est serrée. Puis la voix de Raphaël est sortie des haut-parleurs de la salle d'audience. Claire, froide, rien à voir avec le ton doux et brisé qu'elle avait utilisé à la barre. Il ne se doute toujours de rien. Mon Dieu, les hommes sont si stupides quand ils vous font confiance. L'homme a ri. Et le calendrier? Je déposerai le dossier le mois prochain, en avril au plus tard. Je documente tout, je tiens un journal de ces abus. Ma psy est dans le coup. Elle témoignera que je décris un comportement contrôlant depuis des mois. Malin, je sais. La voix de Raphaël était suffisante, satisfaite. Je pleurais devant le juge. Je dirais que j'étais terrifié. Les juges croient toujours la femme, surtout si elle présente bien. J'aurai la maison, la moitié de son épargne retraite, et probablement une prestation compensatoire juteuse. Il est trop gentil pour se battre vraiment. La main de l'homme s'est déplacée sur sa cuisse. Et l'ordonnance de protection? Facile. Je dirais qu'il m'a menacé, que je crains pour ma sécurité. Ça gèlera ses actifs et le fera passer pour dangereux. La perception publique est tout dans ces cas-là. La salle d'audience était silencieuse comme une tombe. Même la greffière avait arrêté de taper. J'étais assis, figé, regardant les images de ma femme planifiant ma destruction avec le même ton décontracté qu'elle utilisait pour discuter du dîner. La meilleure partie, a continué Raphaël à l'écran, c'est que son avocat lui conseillera de transiger. Ils le font toujours. Il aura tellement peur de perdre au tribunal qu'il me donnera tout juste pour que ça s'arrête. Je m'en tirerai avec au moins 400 000 €. Probablement plus. L'homme a embrassé son cou. Tu es vicieuse. J'adore ça. Je suis pragmatique, a-t-elle corrigé. Et je suis fatigué d'être marié à un chef de projet ennuyeux qui pense qu'un bon dîner c'est chez courte paille. Je veux plus. Je mérite plus. Quand pourrons-nous nous afficher publiquement? Une fois le divorce prononcé. Je dirai à tout le monde qu'il était violent et contrôlant. Que je me suis à peine échappé avec ma vie. Je serai la brave survivante. Tu seras mon nouveau partenaire solidaire qui m'a aidé à guérir. Personne ne saura jamais que nous sommes ensemble depuis 2 ans. 2 ans. Nous étions mariés depuis 8 ans. La vidéo s'est terminée. L'écran est devenu noir. Personne n'a bougé. Le visage de la juge Martin était passé de neutre à pierreux. Elle a regardé Raphaël, qui était passé du blanc au gris, puis Jeanne Simonet, qui avait l'air de vouloir ramper sous sa table. Madame la présidente, a commencé Jeanne, est-ce un parking public? La juge Martin a demandé à Valérie, oui, madame. Refuge de la rue Saint-Maur. Pas de portail, pas d'attente de vie privée. J'ai vérifié avec un avocat avant de venir. C'est légal. La juge Martin s'est tournée vers Raphaël. Madame Charpentier, souhaitez-vous réviser votre témoignage? La bouche de Raphaël s'est ouverte, fermée. Ses yeux ont dardé vers la sortie. Elle m'a regardé pour la première fois depuis le début de la vidéo. Pas avec remords, pas avec honte, mais avec une rage pure, non diluée, comme si j'avais orchestré cela, comme si je l'avais trahi. J'ai besoin d'une suspension d'audience, a dit Jeanne Simonet rapidement, en se levant. Ma cliente a besoin de temps pour. Refusé, a dit la juge Martin sèchement. Elle a fermé son carnet d'un coup sec. Cette audience est terminée. Elle a regardé directement Raphaël. Je rejette votre requête avec effet immédiat et définitif. Vos allégations de violence sont clairement frauduleuses. Votre plan documenté pour commettre un parjure et une escroquerie au jugement contre Monsieur Hérault a été soumis comme preuve. Si Monsieur Hérault souhaite déposer plainte, et je suggère fortement qu'il le fasse, ce tribunal transmettra le dossier au procureur de la République. Le visage de Jeanne Simonet était devenu pâle. Madame la présidente, ma cliente. Votre cliente vient de commettre plusieurs délits graves dans ma salle d'audience, maître. Je vous suggère de lui conseiller de prendre un avocat pénaliste. La juge Martin a regardé Thomas. Maître Michaud, j'attends vos conclusions et votre dépôt de plainte dans la semaine. Dénonciation calomnieuse, tentative d'escroquerie au jugement, faux témoignage, et tout ce que vous pourrez documenter.
Thomas s'est levé. Oui, Madame la Présidente. Raphaël a explosé. Elle a bondi sur ses pieds, sa chaise raclant le sol bruyamment. Tu as monté ça. Elle m'a hurlé dessus. Tu l'as payé. Toi. L'huissier a bougé vite. Madame, asseyez-vous. C'est. La voix de Raphaël avait perdu toute sa douce vulnérabilité. C'était la vraie Raphaël, celle que j'avais entrevue en 8 ans, toujours rapidement cachée. Ils vous manipulent tous. Cette vidéo est fausse. C'est. Madame Charpentier. La voix de la juge Martin a coupé l'air comme une lame. Asseyez-vous. Raphaël s'est assise, mais ses mains tremblaient. Pas de peur, de fureur. La juge Martin s'est levée. L'audience est levée. Maître Michaud, mon greffier vous contactera pour la suite. Maître Simonet, je vous suggère de vous retirer de cette affaire immédiatement. Elle est partie par la porte de ses appartements privés. La salle d'audience a éclaté en murmures. La greffière a remballé ses affaires. Jeanne Simonet a saisi sa mallette et est partie sans regarder Raphaël, abandonnant sa cliente comme un navire en train de couler. Raphaël s'est tourné vers moi. Son visage était tordu de haine. « Tu vas payer pour ça » a-t-elle sifflé. « Tu crois que c'est fini ?»« Tu crois. » Madame Charpentier, a dit Thomas calmement. « Je vous conseille vivement d'arrêter de parler. Tout ce que vous dites en ce moment peut et sera utilisé contre vous dans les procédures pénales. » Elle l'a regardé, puis moi, puis Valérie, qui se tenait près de la porte, le téléphone remis dans sa poche. Elle s'est levée, est passée devant moi, s'est arrêtée, s'est penchée assez près pour que je puisse sentir son parfum. Chanel numéro 5. Le truc cher dont elle avait insisté qu'elle avait besoin. J'avais presque tout, a-t-elle chuchoté. Et tu es toujours trop stupide pour comprendre pourquoi j'ai fait ça. Puis elle est partie. L'huissier l'a regardé partir. Vous voulez que je fasse un rapport sur ces menaces? Thomas a hoché la tête. S'il vous plaît, tout doit être documenté. Valérie s'est approchée lentement. Il m'a regardé avec des yeux fatigués qui en avaient trop vu. Vous ne saviez pas pour la liaison? A-t-il demandé. Non. Il a hoché la tête. Les hommes ne savent généralement pas. Les femmes comme ça, elles sont douées pour cacher. Pourquoi l'avez-vous enregistré? Ai-je demandé. Parce que je suis dans la rue depuis 6 ans, a dit Valérie. Et pendant ce temps, j'ai appris à reconnaître les gens qui font du mal aux autres. La façon dont elle regardait autour de ce parking, comme si le monde lui appartenait et que le reste d'entre nous n'était que du bruit de fond. J'ai déjà vu ce regard sur des gens qui battent leurs partenaires, qui volent dans les refuges, qui voient les autres humains comme des outils. Il a resserré sa veste. Je l'ai enregistré parce que je pensais qu'elle planifiait peut-être de blesser quelqu'un. Il s'avère que j'avais raison. Merci, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Je ne sais pas comment. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Valérie a souri, il lui manquait 2 dents, mais c'était sincère. Souvenez-vous juste peut-être que parfois, les gens qui ont l'air de n'avoir rien font plus attention que ceux qui ont tout. Il s'est dirigé vers la porte. Attendez, ai-je appelé. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre? De l'argent? Un endroit où rester? Quelque chose? Valérie s'est arrêtée, s'est retournée. Je n'ai pas besoin d'argent, a-t-il dit. Mais le refuge, si. Le refuge de la rue Saint-Maur. Ils m'ont aidé quand je n'avais rien. Aidez-les plutôt eux. Il est parti avant que je puisse répondre. Thomas a rangé sa mallette lentement. C'était la chose la plus dingue que j'ai vue en 30 ans de droit de la famille. C'est fini? Ai-je demandé. Le divorce? Oui. Ses demandes sont rejetées, ce qui signifie qu'elle ne peut pas recommencer. Mais pénalement. Il m'a regardé sérieusement. Damien, elle a commis un parjure, une tentative d'escroquerie au jugement, possiblement du chantage. Si vous voulez porter plainte. Je veux porter plainte. Il a hoché la tête. Je vais contacter le bureau du procureur, probablement Catherine Chen. Elle s'occupe des affaires de fraude, 16 ans au parquet. C'est exactement sa spécialité.
Qu'est-ce qui arrive à Raphaël si elle est condamnée? Ça peut aller du sursis à 3 ans de prison ferme, plus des amendes, plus un casier judiciaire permanent, a-t-il fait une pause. Et son avocate va la signaler au Conseil de l'ordre pour avoir tenté de tromper la cour. Cette vidéo fait passer Jeanne Simonet pour une complice, même si elle ne savait probablement pas. Elle va vouloir prendre ses distances très vite. Je me suis rassis dans la salle d'audience vide. Mes mains tremblaient maintenant. La chute d'adrénaline. Elle allait tout prendre, ai-je dit doucement. La maison, ma retraite. Elle allait me peindre comme un homme violent, et je n'en avais aucune idée. Les hommes le savent rarement, a dit Thomas, faisant écho aux mots de Valérie. Surtout les hommes bons. Ils supposent que tout le monde fonctionne avec le même cadre moral qu'eux. Je me sens stupide. Ne le soyez pas. Vous vous sentez trahi. Il y a une différence. Nous sommes restés assis en silence pendant 1 minute. Le type dans la vidéo, ai-je dit, son amant. Peut-on découvrir qui c'est? Je suis déjà dessus. J'ai un détective privé, Marc Weber, ancien de la PJ, 25 ans d'expérience. Il identifiera l'homme, documentera la chronologie de la liaison et fournira un témoignage si nécessaire. Pourquoi faire? Au civil? Vous pouvez les poursuivre tous les deux. En France, c'est compliqué, mais avec cette vidéo, on peut attaquer pour complicité d'escroquerie et préjudice moral. J'ai repensé à la voix suffisante de Raphaël sur cette vidéo. Je mérite plus. Faites-le, ai-je dit. Tout. Charge criminelle, procès civil, tout. Thomas a souri. Maintenant vous réfléchissez clairement. La semaine suivante est passée vite. La procureure Catherine Chen m'a appelé personnellement. Voix professionnelle, question directe, pas de bêtises. Monsieur Hérault, j'ai examiné les preuves. Je poursuis Raphaël Charpentier pour faux témoignage, tentative d'escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse. Nous aurons besoin de votre témoignage. Vous l'avez. Bien. Ne la contactez pas directement. Pas de SMS, pas d'appel, rien. Compris. Marc Weber, le détective, a identifié l'amant de Raphaël en 48 heures. Son nom était Cédric Mathieu, 39 ans. Divorcé, travaillait comme représentant pharmaceutique. Bon salaire, style de vie tape à accent grave-l'œil. Lui et Raphaël se rencontraient dans des hôtels à travers Paris depuis près de 2 ans. Marc avait des reçus de cartes bancaires, des images de sécurité d'hôtel, des SMS entre remontant à juin 2022. Elle était prudente, m'a dit Marc autour d'un café près de la Bastille, mais pas assez. Ils utilisaient les mêmes 3 hôtels, payaient toujours en liquide, mais les caméras de sécurité ne mentent pas. J'ai des images d'eux s'enregistrant ensemble au Conrad à 5 reprises. Est-ce suffisant pour le civil? Plus qu'assez pour prouver la complicité et le préjudice. On a sa propre voix sur l'enregistrement disant qu'elle est avec lui depuis 2 ans. C'est du gâteau. Qu'est-ce qu'il a à perdre? Marc a souri. De l'argent surtout. Mais plus important encore, sa réputation. Son employeur n'aimera pas que cela devienne public. Tout comme son ex-femme, qui va probablement le poursuivre pour modifier la garde des enfants. La mauvaise publicité a le don de détruire les gens. J'ai pensé à Cédric Mathieu embrassant ma femme sur un parking tout en planifiant de détruire ma vie. Déposer la plainte, ai-je dit. L'affaire pénale est passée en correctionnel 3 semaines plus tard. J'étais assis dans la galerie pendant que Raphaël se tenait devant le juge Léonard, 62 ans, réputé juste mais sévère. Elle ne portait pas de combinaison orange comme dans les films, mais des vêtements simples, les cheveux tirés en arrière sans aucun style, pas de maquillage. Elle semblait petite. Madame Charpentier, a lu le juge. Vous êtes accusée de 3 chefs de parjure, 2 chefs de tentative d'escroquerie et complicité. Que plaidez-vous? Son avocat commis d'office, l'air épuisé, lui a chuchoté quelque chose. Non coupable, a dit Raphaël, mais sa voix s'est brisée. Le procès a été fixé au 22 juillet. Elle m'a regardé une fois en passant. Pas de rage cette fois, juste du vide. Sa mère m'a appelé ce soir-là, hurlant, pleurant. Comment pouvais-je faire ça à sa fille? Comment pouvais-je ruiner sa vie pour un malentendu? J'ai raccroché sans répondre.
La plainte civile contre Cédric Mathieu l'a frappé 2 jours plus tard. Remise à son bureau devant ses collègues par huissier. Le visage de Cédric était devenu violet quand il a vu la plainte. Il m'a appelé d'un numéro masqué ce soir-là. Espèce de petite merde vindicative, a-t-il craché quand j'ai répondu. Tu vas payer pour ça. Je l'ai mis sur haut-parleur pour que Thomas Michaud, qui était à mon appartement pour revoir des documents, puisse entendre. Monsieur Mathieu, a dit Thomas calmement. Ici l'avocat de Damien. Vous êtes sur haut-parleur. J'enregistre cet appel. Veuillez continuer à faire des menaces pour que nous puissions ajouter le harcèlement à la plainte. La ligne a coupé. Thomas a souri. Ces types pensent toujours qu'ils sont plus malins que tout le monde. Le procès a eu lieu fin juillet. Canicule sur Paris. Le tribunal correctionnel ressemblait à un four. Catherine Chen a présenté la vidéo de Valérie Frémont en premier, l'a jouée pour les juges en entier, a montré les relevés bancaires prouvant que Raphaël avait des comptes séparés et la liberté de dépenser, a fait venir 3 de mes collègues qui ont témoigné que je n'avais jamais montré de comportement contrôlant ou abusif. L'avocat de Raphaël a fait de son mieux, a soutenu que la vidéo était hors contexte, que Raphaël se défoulait, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de mentir sous serment. Mais ensuite Catherine a appelé la psychologue de Raphaël à la barre. Docteur Michel Torres. Madame Charpentier a-t-elle discuté de son mariage avec vous? A demandé Catherine. Oui. Elle est venue me voir 6 mois avant de demander le divorce. Elle a dit qu'elle avait besoin de documentation sur des abus pour des procédures légales. Documentation d'abus, pas traitement pour abus? Correct. Elle m'a spécifiquement demandé d'écrire des notes cliniques décrivant des schémas de contrôle et de manipulation. Quand je lui ai dit que je ne pouvais documenter que ce que j'observais ou ce qu'elle décrivait sincèrement, elle s'est mise en colère. Elle a dit que je n'étais pas utile. Avez-vous écrit les notes? Non. J'ai mis fin à notre relation professionnelle. Ce qu'elle me demandait de faire était contraire à l'éthique et illégal. L'expression des 3 juges a changé. Ce n'était pas une femme fuyant la violence. C'était quelqu'un cherchant un complice. Le verdict est tombé en 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Raphaël a sangloté quand ils l'ont lu. Sa mère, assise au premier rang, a gémi comme si quelqu'un était mort. Le juge Léonard a rendu sa sentence 2 semaines plus tard. Madame Charpentier, a-t-il dit, regardant du haut de son estrade avec des yeux froids. Vous avez tenté d'utiliser notre système judiciaire comme une arme contre un homme innocent. Vous avez planifié de détruire sa réputation et de voler ses biens par la fraude. La seule raison pour laquelle vous avez échoué est qu'un sans-abri avec un téléphone portable bon marché avait plus d'intégrité que vous n'en avez jamais démontré. Il a fait une pause. Je vous condamne à 2 ans de prison dont 16 mois fermes, suivis de 3 ans de mise à l'épreuve. Vous paierez également des dommages et intérêts à Monsieur Hérault pour les frais juridiques et le préjudice moral. De plus, cette condamnation sera inscrite à votre casier judiciaire. Vos actions ont des conséquences. Peut-être la prendrez-vous. Les gendarmes l'ont emmené. Elle ne m'a pas regardé cette fois. L'affaire civile contre Cédric Mathieu s'est réglée à l'amiable. Son avocat, cher et nerveux, a proposé 175 000 € pour que l'affaire disparaisse discrètement. Thomas m'a conseillé de l'accepter. On pourrait gagner plus au procès, mais c'est de l'argent garanti. Et ça vous évite le stress. J'ai accepté. Cédric a perdu son emploi 2 semaines plus tard. Son entreprise pharmaceutique a vu la couverture médiatique et a décidé qu'il était un risque pour la réputation de l'entreprise. Son ex-femme a demandé une modification de la garde, invoquant des problèmes de moralité. Il payait aussi pour ses choix. 6 mois après que Valérie Frémont soit entrée dans cette salle d'audience, j'étais assis sur ma terrasse. La maison était à moi maintenant, le café à la main, regardant le lever du soleil. Mon téléphone a vibré. Un message Facebook d'un profil sans photo. C'est Valérie Frémont. Le refuge voulait que je vous remercie pour le don. 50 000 €, c'est le plus gros don unique que nous ayons jamais reçu. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. J'ai souri. J'avais en fait donné la totalité des 175 000 € du règlement de Cédric Mathieu. Divisé entre le refuge de la rue Saint-Maur et 3 autres associations qui aidaient les sans-abri. J'ai tapé en réponse, vous m'avez sauvé la vie. C'est le moins que je puisse faire.
Sa réponse est arrivée vite. Vous êtes un homme bon, Damien. Votre femme disait que vous étiez ennuyeux, mais les hommes ennuyeux ne détruisent pas leur vie pour se venger. Les hommes ennuyeux ne donnent pas d'énormes sommes à des inconnus. Peut-être qu'être ennuyeux n'est pas si mal. J'ai ri et posé mon téléphone. Raphaël a purgé ses 16 mois avant d'être libéré pour bonne conduite. J'ai entendu par des amis communs qu'elle avait déménagé à Lyon, travaillant dans la vente au détail, vivant avec sa tante. Le casier judiciaire rendait tout emploi professionnel presque impossible. Cédric Mathieu a déménagé en Espagne, recommençant à zéro dans une autre industrie. Je n'ai plus jamais pensé à lui, mais j'ai souvent pensé à Valérie. À la façon dont, parfois, les gens qui ont l'air de n'avoir rien sont ceux qui font le plus attention. 1 an après le procès, j'ai reçu une lettre manuscrite du refuge. Monsieur Hérault, Valérie Frémont est décédée la semaine dernière. Pneumonie. Il est mort dans un lit d'hôpital avec des draps propres et des infirmières qui se souciaient de lui, ce qui est plus que ce que la plupart d'entre nous obtiennent. Il voulait que vous sachiez quelque chose. Il a dit que cette vidéo n'était pas la première fois qu'il voyait votre femme au refuge. Elle était venue une fois avant, 6 mois plus tôt, lors d'un repas de Noël. Elle s'était plainte bruyamment de l'odeur, avait dit que les sans-abri ne méritaient pas de belles choses, et était partie tôt après avoir pris des photos pour ses réseaux sociaux. Valérie a dit qu'il reconnaissait le mal quand il le voyait. Pas le genre dramatique, le genre décontracté, celui qui présente bien en surface mais blesse les gens sans y penser. Il a dit que vous sauver d'elle n'était pas de l'héroïsme. C'était juste un être humain aidant un autre. Il a dit, il comprendra ça. Nous pensons qu'il avait raison. L'équipe du refuge. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai encadrée et accrochée dans mon bureau à la maison, juste à côté de mon bureau, parce que Valérie Frémont m'a appris quelque chose de plus précieux que n'importe quel diplôme ou succès professionnel. Que la vérité n'a pas besoin que vous la défendiez.